Pourquoi les industriels achètent-ils les médias? Favorisent certaines idées plutôt que d'autres. Eh bien, vous voyez, c'est ça que je dénonce, c'est ce système-là. Une neutralisation ou une marginalisation de ce que l'on veut dire au profit de la caricature de ce que j'essaye de dire. Vous convenez qu'en France, il y a un pluralisme dans les médias. Vous avez été reçu longuement par Edwy Plenel, il y a Bolloré, il y a le groupe CMI, enfin, il y a un pluralisme. Est-ce que cette situation que vous décrivez, qui s'applique aux États-Unis, s'applique aussi à la France, à votre avis? Puisque vous avez parlé hier tout à l'heure des capitaines des médias qui ont une influence oui, pourquoi? telle qu'elle pourrait oui, tirer pourquoi? les ficelles. Réponse, oui. Pourquoi? Parce que vous êtes pris dans un jeu de compétition et de concurrence où le salut économique, même s'il est difficile dans la sphère médiatique, ce qui devrait d'ailleurs nous interroger sur les raisons qui font que des grands industriels achètent des médias. J'aimerais beaucoup qu'on enquête en France pour savoir pourquoi les grands industriels français achètent des médias. C'est une vraie question, non? Toujours existé, enfin je veux dire. Non. Alors là, je suis désolé, la raison n'a jamais été donnée aux Français de pourquoi aujourd'hui ce sont des grands industriels qui ont vocation à gagner de l'argent et qui là en l'occurrence en perdent, achètent-ils des médias? Bon, est-ce que c'est pour s'immuniser dans le débat public et pouvoir mener un certain nombre d'actions? C'est ce qui se passe aux États-Unis. La raison pour laquelle un certain nombre de grands capitaines d'industrie achètent des médias, c'est pour en quelque sorte protéger leur sphère d'action et d'influence et modifier le narratif, puisque tout est une construction de récit. Donc, il y a beau avoir une diversité de capitaines d'industrie, le jeu est le même, c'est la course à l'échalote. Et c'est ce que je dénonce en matière politique, dans le fait qu'à un moment donné, il y a une spirale de surenchère. Eh bien là, c'est pareil, c'est la course à l'échalote. C'est-à-dire que chacun s'intéresse plus à la façon de gagner des parts de marché et donc de caricaturer l'ensemble du personnel politique, plutôt qu'à donner corps et sens à la voix des acteurs de la démocratie. C'est-à-dire que c'est à chaque fois cette logique de surenchère que l'on voit s'exprimer. Regardez l'affaire, par exemple, l'affaire de l'Algérie. Regardons l'affaire des 200 milliards des biens, de l'argent confisqué de la Russie. À chaque fois, c'est traité sous l'angle de la surenchère. Chaque homme politique crante ces sujets pour gagner une part de marché et un électorat au détriment de l'information des Français qui consiste à dire il y a une règle de droit. Quand vous détenez des avoirs, vous devez respecter un certain nombre de règles de droit. Le principe idéal, ce serait qu'il y ait une façon pour la règle de droit d'autoriser l'utilisation de cet argent. Eh bien sinon, si on utilise ces avoirs russes indûment, on fera comme les Russes ont dû le faire, 80 ans après avoir décidé de ne pas rembourser l'emprunt russe, eh bien ils ont été obligés de rembourser. Et qui nous dit que demain, compte tenu du caractère volatile, mais en tout cas tout est tout à fait déterminé de Donald Trump, qui nous dit que les avoirs français et une grande partie de l'épargne française est détenue en bons du Trésor et dans des sociétés américaines, eh bien ils ne décideront pas de confisquer ces avoirs, tout simplement en représailles de ce que nous aurons fait vis-à-vis de la Russie. Donc il faut comprendre et expliquer qu'il y a des processus, qu'il y a des principes, et on ne fait pas n'importe quoi. Moi je suis là, et c'est pas un rôle facile, hein, c'est même parfois assez désagréable, pour essayer de rappeler que chacun garde en mémoire, et c'est l'avantage d'avoir 71 ans, garde en mémoire qu'il y a sur chaque sujet des précédents. C'est ce que j'ai fait sur le Proche-Orient. C'est ce que j'ai rappelé tout au long de la crise de Gaza. C'est que la vie ne s'arrête pas un lundi. Et on peut gagner un lundi, on peut rétablir un rapport de dissuasion comme Israël l'a fait un lundi. Mais que se passe-t-il le mardi quand un nouvel attentat se produit et qu'il faut alors, eh bien, évidemment, en tirer les conséquences?